Apprendre à se connaître avec Floriane. Le coin de Félie. Je suis ravie d'accueillir Sébastien Bichon. Bonjour. Bonjour Floriane, merci. Écoute, avec grand plaisir, avec toi, on va parler d'émotions, d'ancrage et de persévérance. Oui. Juste avant, je vais te laisser te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent savoir qui tu es. Alors, donc, je suis Sébastien Bichon, je suis un papa de 3 enfants, j'ai 52 ans, donc mes 3 enfants ont 20, 17 et 13 ans. Et j'ai une particularité dans le sens où je suis en situation de handicap depuis l'âge de 4 ans suite à un accident à la ferme où j'ai été amputé d'une jambe. Et ben voilà, ça m'a pas obligatoirement limité puisque j'ai pu vivre des choses très très sympathiques qu'on pourra évoquer par la suite avec plaisir. Donc j'ai quand même, oui, je peux quand même donner les grandes lignes. Je suis devenu à l'âge adulte sportif de haut niveau, essentiellement en paracyclisme, mais j'ai vécu d'autres aventures très très sympathiques où voilà, le mouvement, le corps pour moi est très important et même avec une forme de limitation, je m'autorise à vivre de belles choses. Ouais. Avec des émotions. Bien sûr. Qui génèrent aussi, du coup, qui ont provoqué certains objectifs, des objectifs que tu as pu atteindre grâce à ça. Il y a différentes formes d'émotions. Il y a celles qui étaient plus ou moins conscientes, en tout cas celles que j'ai compris mon fonctionnement lié à une émotion, effectivement, un accident fort, du coup traumatique, et où tu pourrais te poser la question de manière consciente, qu'est-ce que je vais devenir ? À 4 ans, je ne me pose pas ces questions-là. Donc tu avais 4 ans ? J'avais 4 ans, effectivement. À 4 ans, tu te poses pas vraiment ces questions-là, tu avances. Mais derrière, il y a quand même ce traumatisme qui est une émotion très violente derrière qu'il y a eu, mais qui m'a été un déclencheur inconscient. Je me suis dit dans ma tête que, ok, Sébastien, tu as peut-être une jambe de moins, mais c'est hors de question que tu sois inférieur aux autres. Donc je veux être aussi fort que les valides, et si je peux être plus fort qu'eux, je serai plus fort qu'eux. Ouais. Donc c'est devenu un moteur, une force. Ça m'a transformé. Et puis oui, j'ai vécu aussi des émotions sportives par la suite, des émotions essentiellement positives que j'ai pu retenir et qui m'ont servi d'aide, d'ancrage pour me dépasser dans d'autres occasions sportives. Faire des gains, des biais cognitifs, on appelle ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai ce souvenir-là qui m'a provoqué ça, et du coup, je sais que je suis capable, donc j'y vais. Exactement, okay. Tout à l'heure, quand on a échangé, du coup, tu m'expliquais qu'en fait, il était hors de question d'être rangé dans une case, en fait, du fait de ton handicap, que tu t'es jamais perçu. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, tu peux nous dire, du coup, nous l'expliquer un peu plus ? Alors déjà, j'ai eu la chance que mes parents aient posé la bonne question au thérapeute, au médecin, au chirurgien à l'époque de l'accident. Et ils ont dit, mais comment on doit se comporter avec notre enfant ? La question qu'ils ont posée. Donc le thérapeute leur a dit, ne faites pas de différence. S'il y a bien un conseil qu'on vous donne, c'est ça. Et mes parents n'ont jamais fait de différence. Donc déjà, le fait de ne pas m'associer à une différence, et bien déjà dans ma tête, je m'y associe pas, donc je vais pas me mettre dans une case. Il y a déjà ça. Et puis il y avait aussi mon tempérament. J'étais déjà, même avant l'accident, un enfant qui avait un certain tempérament, qui pouvait faire ses colères quand il n'avait pas ce qu'il voulait. Donc voilà, j'avais déjà une certaine détermination à obtenir ce qui m'intéressait, et quitte à impliquer de belles colères, un peu comme les enfants qui ont leur petit caprice. Voilà, pour moi, c'était poussé à une belle dimension. Et donc cet tempérament m'a certainement aidé justement à pas me mettre dans des cases, puisque voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est parce que j'ai une jambe de moins que je serais pas aussi fort, voire plus fort que les autres. Et mais surtout, c'est ce tempérament qui m'a sans doute aidé à avoir une certaine façon de penser, parce que je suis convaincu que c'est notre façon de penser qui nous dirige dans la vie. Et j'ai jamais pensé que j'étais en situation de handicap. J'ai toujours vécu en mode valide. Pour moi, je me suis toujours considéré comme valide, donc je me suis jamais posé de questions. Et quand je voulais faire quelque chose, je le faisais, mais toujours sous l'angle, j'ai envie de le faire, j'y vais, et non pas sous l'angle, attention Sébastien, tu es en situation de handicap, il faudrait peut-être pas y aller. Donc voilà, c'est vraiment, avec du recul, je comprends que ça a dû être hyper fort et que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est ce que tu disais, ce que j'amène dans les accompagnements, c'est que la systémie, donc là, la famille, tes frères et sœurs, et tu le disais, ils t'ont jamais perçu comme différent. Et du coup, ça a été une richesse aussi, le fait de se dire, en fait,
et puis que les médecins puissent dire aussi Et à oui, tes parents, parce que c'est pas forcément évident, parce que là on parle de toi avec ça, et en même temps c'est la famille qui est impactée, mine de rien. Donc c'est vraiment un enrichissement et une évolution euh, du système. du système et qui fait que oui, voilà, j'ai jamais eu cette perception-là du fait qu'ils me voient comme quelqu'un de différent et du coup, ouais, Toi, tu le automatiquement, ça va voyais pas impacter pas, parce qu'on et est, eux le voilà, voyaient pas. ouais, Donc c'est au ça, ouais. final, Et ouais. quand on est enfant, à cet âge-là, on est éponge. Si eux m'avaient perçu comme ça, vu comme ça, bah, je suis Oui, convaincu que c'est ça m'aurait ça. impacté. Mais Et oui, donc, ouais, donc parce que c'est les émotions, un enfant, c'est l'éponge, l'échange, ouais. c'est l'éponge émotionnelle. Donc comment et pour un parent, effectivement, c'est quand ça arrive à un enfant, on se dit c'est pas possible, c'est pas notre enfant, on aurait aimé mieux, enfin voilà, que ça nous arrive, etc. Et effectivement, le fait de dire comportez-vous comme avec les autres, bah, c'est une véritable richesse. Et c'est ce que tu transmets aussi par ton Tout à message, fait, en fait. ouais, tout à fait. Bah oui, parce que c'est mon vécu, donc pour moi il est important de le transmettre parce que tu vois la force que ça peut me donner, quoi. Ouais. Et tu vois, en échangeant comme ça, je me dis, tiens, finalement, il y a quelque chose où j'ai pas obligatoirement été éponge, en tout cas, je pense pas, ou peut-être différemment, ou je sais pas. C'est que ce que j'ai appris sur le tard, hein, alors mon père, il est décédé, j'avais 21 ans, et j'ai jamais pris le temps de lui poser des questions sur notre ben, relation suite à l'accident, sur le vécu que lui, il a pu avoir. Ouais. Surtout, voilà, je m'intéressais pas à ces questions-là, je me suis jamais posé les questions, et je n'en ai jamais voulu non plus. Et tout a été fluide pour moi, mais pour lui, ça a été terrible. C'est lui qui conduit le tracteur, l'accident arrive avec son enfant est amputé. Lui, le monde s'est écroulé à ce moment-là. Et il a déprimé. Et ça, je ne l'ai pas perçu. Tu vois, en tout cas, qu'est-ce que j'en ai enregistré de manière inconsciente, j'en sais rien. Mais le moment le plus difficile à vivre pour lui, moi j'ai passé un peu plus de 50 jours à l'hôpital. Donc c'est là où il était le plus au fond du gouffre. Il était à la maison chez nous, hein, et moi j'étais à l'hôpital. Donc j'ai pas vu tout ce qui s'est passé. Et ce que ma mère m'a raconté par la suite, je me dis waouh, c'était du lourd, quoi. Ouais. Voilà. Et en même temps, inconsciemment, tu lui as montré Et oui, que au final, l'accident a eu moins d'impact, ou en tout cas eu un impact au final positif au dans final positif. tout ce que tu as mené et amené et transmis. On en reparlera un peu après au niveau des transmissions. Donc au final, c'est peut-être inconscient. Et en tout cas, tu lui as montré que... C'est ça, et tout à fait. C'était ma réflexion par la suite. Je me suis dit, finalement, j'ai dû, sans m'en rendre compte, l'aider finalement. Parce que quand je suis rentré d'hôpital, j'étais pas là en train de me dire, oh là là, qu'est-ce qui va arriver. J'étais pas du tout dans ce schéma-là. J'étais surtout content de retrouver les frères et sœurs pour qu'on puisse jouer ensemble, jouer comme avant. C'était ça sans filtre, un enfant naturel. Bah oui, voilà. c'était ça le plus important pour moi. Et donc, quand j'ai eu ma première prothèse, je l'ai essayé, ça marchait. Tout de suite, je la teste, et puis voilà. Et puis j'ai les escaliers, je monte sur la table, je saute, enfin voilà, tout ça, je vois que ça fonctionne. Donc, et là, après, je me pose plus de questions. Je fais comme avant. J'ai une prothèse pour marcher, mais je fais comme avant. Je reprends une vie normale. Oui, c'est ça. Et je pense que pour mon père, ça a été l'ascenseur pour l'aider à remonter. Ouais. Et on est dans le système aussi. Ouais, c'est-à-dire que quelque chose. Et de manière inconsciente, parce que j'ai jamais pris conscience de ça. C'est tu ne l'as pas fait 10 décennies après. C'est ça. Non. Et en fait, on est aucunement dans une dépendance de quoi que ce soit. C'est je l'ai fait pour, et du coup, par transmission, ça a évolué. Ça a même des impacts positifs dans la sphère, tout à fait. Sans chercher à le faire, comme tu dis, c'est pas conscient. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es beaucoup plus développé dans le sport, en tout cas je pense que c'est dans ma nature, avant même l'accident. Moi, avant l'accident, j'étais tout le temps un enfant qui avait tout le temps envie d'être dehors, d'être en mouvement. Et ma mère me racontait on est quand même une famille nombreuse, hein, donc 11 enfants, 10 qui ont vécu. Et elle disait, de tous les enfants, tu es le seul que je ne pouvais pas garder sur les genoux. C'est comme si tu avais elle m'a dit, c'est comme si j'avais t'avais des épingles sur les fesses. Et même quand j'avais 2-3 ans, donc avant l'accident, je ne tenais pas en place. Il fallait que je glisse, j'avais autre chose à faire, il fallait que je bouge. Moi, donc, ce mouvement-là, il est dans ma nature, j'en suis convaincu. Et j'adore toujours bouger, toujours être dehors, à l'extérieur. Enfin, pour moi, c'est hyper ressourçant, et puis je me sens bien. Et donc, voilà, une fois que tu as un accident, tu as une prothèse, mais ça ne t'empêche pas de continuer à faire comme avant. Et donc, je pense que c'est là-dessus. Et puis, le sport, c'est pas venu, le sport de manière intense quand j'étais enfant ou ado, c'est venu quand j'étais adulte. Donc, c'est venu bien plus tard. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé de plus en plus? Je dirais que j'ai pas cherché à le faire, c'est la vie qui m'y a amené.
Et alors, je ne sais pas si le terme dépasser, en tout cas d'atteindre de plus en plus d'objectifs et d'aller vers le meilleur. Alors, je pense, il y a plusieurs choses. Il y a ce côté toujours sport, mouvement que j'adore. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Donc, ça, c'est le plaisir qui est à la base. Mais je suis convaincu qu'il y a quand même une partie de moi à l'intérieur, de l'inconscient, qui a voulu me prouver à moi-même et au monde que j'étais capable de. Et donc, oui, quand je suis parti pour traverser la France, quand tu as une jambe de moins, c'était pas monnaie courante à l'époque. Et ça l'est toujours pas énormément, peut-être plus facilement qu'avant. Mais je me suis pas posé de questions et j'ai eu envie, je l'ai fait. Je ne me suis pas pensé en situation de handicap, je suis toujours pensé valide et c'est ce qui a été cette force-là. Et donc, quand j'ai souhaité traverser la France à vélo, voilà, j'ai regardé, j'ai pris des cartes, regardé le trajet que je pouvais faire, regardé quel équipement je pouvais avoir sur les vélos. Et puis, oui, je pensais quand même, bon, il y a aussi l'équipement prothèse à avoir, mais comme tu réfléchis à tes chaussures de rando, bonne paire de chaussettes. En fait, c'est ça. C'est des habitudes qui se mettent en place et de se dire, voilà, moi, mon habitude, c'est ça. Et du coup, comment je l'incorpore tous les jours dans ce que je vais atteindre. C'est ça. Et donc voilà, je me pose pas trop de questions et j'y vais. Et puis alors il y a eu une fois où ça n'a pas fonctionné et puis d'autres fois après j'ai appris de ces erreurs, de ces échecs et puis j'ai pu avancer. Quoi. C'est ça, c'est ce qui est important de savoir, c'est que tu as beaucoup de réussite. Enfin, on va en parler au niveau par exemple la Sydney. Enfin voilà, tu as des expériences. Oui, il y a une belle réussite. Diverses, et en même temps, tu as eu, alors le mot échec, en tout cas des arrêts sur quelque chose parce qu'il y avait manque de prépa, ce que tu disais tout à l'heure. Manque de conscience sur certaines choses. C'est ça, d'expérience. Ouais. Et effectivement, oui, j'ai 2 exemples en tête les plus marquants pour moi. Ils ne sont pas connus parce que effectivement, je n'en avais pas parlé. Et c'est important d'en parler, justement. Voilà, je crois bien que j'en parle dans mon livre. Mais, effectivement. En 91, effectivement, je décide de traverser la France à vélo. C'est la première fois où j'ai cette envie-là. Mais j'ai pas d'expérience, je ne pratique pas le cyclisme dans un club. Donc voilà, c'est juste mes propres expériences personnelles, des balades en famille. Voilà, c'est plus ça. Enfin, en famille, plus avec les frères qui aiment bien faire du vélo. Et donc, au bout de 2 jours, eh bien, j'abandonne parce que je suis complètement épuisé. Et je me rends compte avec du recul, j'ai pas compris sur le moment, mais après j'ai compris. C'est-à-dire que j'étais dans le Massif central, dans l'ascension d'un col, un col qui est un col routier, donc qui est une longue ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres, quasiment en ligne droite. Et j'étais perturbé parce que j'étais habitué au col plus alpin où c'est plein de lacets en montagne. Donc tu vois, tu te rends bien compte du dénivelé, de la montée que ça génère et qui a encore à fournir comme effort pour y arriver. Mais là, j'ai l'impression que ça monte pas tant que ça et donc je mets un braquet, enfin un développement, une vitesse pour certains qui connaissent moins le vélo, trop élevé et je force trop et je m'épuise. Et à la fin de la journée, j'en peux plus. Je suis rincé, je comprends pas, je suis peut-être pas bien alimenté non plus, mais je comprends pas. Et du coup, je mets le vélo dans le train et je rentre à la maison. Un chouette voyage en train, traverser une partie de Massif central. J'ai bien adoré ce passage-là aussi, mais quand même, voilà, c'était derrière une petite frustration de ne pas pouvoir être allé au bout, et puis j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, et puis après c'était ce qui m'a fallu quelques semaines, quelques mois pour ce qui était passé, mais après c'était ok. Et l'année suivante, le fait de quand tu amènes du coup tes références de col, et là qui étaient différentes. En fait, visuellement, tu t'attendais à quelque chose auquel tu es habitué, donc un sens de ok, ça tourne, donc c'est normal. Là, c'est différent, et du coup, voilà, le fait que ce soit différent, est-ce que inconsciemment, ton corps, il n'a pas compris. Oui, il n'a pas compris parce que visuellement, d'habitude, et on en parle beaucoup, les habitudes construisent des comportements, bons ou moins bons, et du coup, de se dire, en fait, là, visuellement, d'habitude, c'est comme ça, et donc, je mets plus d'intention quand ça tourne, quand voilà, et ton inconscient le sait parce que par habitude. Et là, en fait, visuellement, c'est différent, donc la montée est différente, mais en fait, oui, mais il n'y a plus de repères. C'est ça. Et ça du fait coup, comme l'essence, voilà. Un peu comme le mot que je me suis dit, moi, je me suis fait ma propre illusion d'optique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est des êtres d'illusion? Mais voilà, tout à fait. J'étais complètement dans l'illusion et mon corps n'a pas su s'adapter à cette information qui était finalement fausse. Et du coup, on en parle aussi dans différentes sphères, et en tout cas dans l'accompagnement, c'est en fait quelle est sa propre réalité et ce qui est vraiment factuel. Et là, typiquement, c'est vraiment bien que tu l'abordes parce qu'effectivement, même dans le sport,
une habitude qui change, même si on est entraîné et surentraîné, ou enfin voilà, oui, c'est à prendre en compte. Voilà, il y a une perturbation qui rentre en compte, et si tu sais pas bien la traiter, tu peux te planter. Donc même dans le sport, il n'y a pas forcément de zone de confort, c'est ce qui fait la richesse aussi des sportifs. Tout à fait, ce serait trop dommage. Ça serait trop dommage. Et du coup, oui, donc dans l'étape d'après, donc tu l'as fait différemment, enfin tu as intégré l'info. Il y a eu une étape entre les deux, donc 91 et 92, pareil, j'ai encore cette envie de faire une longue virée à vélo. Et là, je traverse pas complètement la France, mais j'ai ma belle-sœur qui rentre des Alpes et qui va dans l'Indre. Et puis je dis, je rentre avec toi, je mets mon VTT dans un véhicule, et puis je vais faire de l'Indre, dans l'Indre, rallier donc là où je vivais à l'époque, à Coulon. Et donc ça m'a fait, je m'en souviens, hein, c'était ma plus longue distance, 224 ou 228, tu vois, maintenant j'ai un petit doute, peu importe, kilomètres à faire, surtout avec un VTT, avec des routes VTT sur du bitume, donc ça avance pas. Mais voilà, je suis parti le matin, je suis arrivé le soir, et voilà, c'était bon, j'avais encore un peu de marge, j'étais pas épuisé, j'avais bien géré mon effort. Donc déjà, il y avait une première belle expérience supplémentaire pour aller au bout de mon idée, hein, de cette fameuse traversée de la France que j'appliquerai fin août 94, et là tout s'est bien passé, quoi. Tout s'est bien passé. Voilà, j'ai plus peur de ces cols en ligne droite. Voilà, j'avais appris, entre autres. Et puis l'alimentation, les bagages, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai améliorées entre-temps, quoi. Tu t'es servi de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre ton objectif. Ouais, tout à fait. Oui, je m'en suis servi, et je me suis pas dit, non, tu vois bien que c'est pas possible. En fait, c'est ça, parce que c'était faussé. Tu t'en es rendu compte. Je m'en suis aperçu, tout à fait. Et c'est ça, on parlait tout à l'heure de recul et d'intelligence, de se dire, en fait, de comment je me sers de ce qui a été à un moment donné un frein pour pouvoir avancer et accélérer au final. Tout à fait, et c'est ce que on fait enfant au final. C'est ce que tu disais, c'est qu'avant ces questionnements-là que toi t'as pas eu au final, et t'as pu développer au fur et à mesure, grâce, j'ai envie de dire le mot, à ce qui s'est passé pour toi, qui fait que en fait toutes ces questions que potentiellement des personnes se posent, toi, tu te les poses pas. J'ai dit ça. Elles n'existent pas. C'est pour ça que je pense que j'ai la phrase que j'ai mise sur mon site internet, sur la première page, c'est la citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Et voilà, moi je me suis jamais posé de question, possible ou pas, j'en sais rien, mais je le fais. Et puis du coup, ça passe. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'avant, les choses, ce que tu as pu faire, ça se faisait pas forcément. Là, ça se fait de plus en plus. Et potentiellement, maintenant, s'il l'a fait, pourquoi pas moi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en transmission, c'est plutôt chouette de pouvoir dire, en fait, il l'a fait. Et toi, tu l'avais déjà inculqué, ça. C'est-à-dire, sans penser à quelqu'un. C'est, je peux y arriver. C'est ça, oui, tout à fait. Le fait de. Alors à l'époque, je communiquais pas, personne ne savait ce que je faisais, mais aujourd'hui, c'est vrai que le fait de communiquer, de transmettre ces choses-là, s'il y a des personnes en situation de handicap, soit de manière récente ou depuis un certain temps, en voyant ce que je fais, j'en ai qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, voilà, ce que tu as fait, ça m'a aidé parce que j'étais en situation similaire à la tienne. Et je me rends compte qu'avec tout ce que tu fais, tout ce que tu transmets, je me dis, ouais, mais du coup, moi aussi, je vais pouvoir. Et du coup, ça fait le déclic positif qui fait que derrière, ces gens-là, ils vivent bien, quoi. Oui, et ça fait écho, et puis, du coup, eux aussi vont transmettre par effet rebond. Donc, oui, mais il y en a plusieurs. Il y en a déjà qui, du coup, est parti dans cette dynamique positive. On les questionne plus, on s'intéresse à ce qu'ils font, et du coup, ils vont transmettre aussi à leur manière, quoi. Et plus on a d'intérêt pour ce qu'ils font, plus eux portent de l'intérêt. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est une belle spirale positive. Et si je te parle d'émotions, qu'est-ce que tu peux. Voilà, est-ce que les émotions ont quelque chose pour toi d'ancrage? Est-ce que tu t'es fait des ancrages grâce à des émotions que tu as pu vivre dans des performances, et du coup le fait de t'en rappeler, est-ce que tu as une anecdote à nous transmettre? Il y en a une qui m'a marqué et dont je me suis encore servi là, parce qu'on en avait parlé avec Patrick, notre préparateur mental. Voilà, il nous avait donné ses outils, et je me suis rappelé, mais c'est bien sûr, je connais cet outil-là. C'est-à-dire, j'ai une émotion, un vécu, et je m'en sers d'appui, je m'ancre là-dessus pour pouvoir avancer dans d'autres domaines. Ou même si un domaine similaire, mais dans une autre situation, pouvoir avancer.
et ne pas être bloqué. Et donc, c'est pour moi, quand je repense à Sydney, c'est Sydney, pour moi, ça symbolise quoi? C'est la réussite. C'est vrai que j'en ai parlé rapidement, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai fait du paracyclisme quand j'étais adulte en compétition. Et j'ai décroché 5 titres de champion de France, 2 fois vice-champion d'Europe et médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Sydney. Et donc pour moi, le point d'orgue de ma carrière sportive, c'est les Jeux de Sydney. Et donc quand je pense à Sydney, je sais tout le travail que j'ai fourni, j'ai su ce que j'étais capable de faire et je sais aussi que quand j'étais dans le dur, je ne lâchais pas le morceau dans ma tête et que même si c'est dur, tu avances et c'est comme ça que tu progresses et que tu peux réussir de belles choses. Eh bien, en 2009, j'avais repris ponctuellement la compétition pour faire une course nationale au niveau avec le seul handi au milieu des valides, et j'y suis allé en me disant ouais, je suis en situation de handicap, mais je veux pas juste être figurant, montrer que c'est les gentils cyclistes en situation de handicap qui viennent. Non, pour moi c'est important de montrer une belle image, montrer qu'on est des sportifs avant tout. Et donc je me suis dit voilà, si j'y vais, il faut que je me prépare. Donc je reprenais, parce que j'avais arrêté la compétition depuis 5 ans, et donc je reprends l'entraînement, je m'entraîne 6 mois et puis j'arrive à être quasiment au top de ma forme au mois de juin. Et un mois avant, je fais une course de préparation, une course UFOLEP locale, course semi-nocturne, où tu as un niveau d'intensité quand même qui est élevé. Et à un moment donné, je suis en train de craquer parce que j'arrive pas à suivre le groupe de tête. Et je commence à décrocher 10, 20, 30 mètres du groupe de tête. Et c'est au moment où on passe devant le car podium et le speaker qui me voit dit et Sébastien Michon, qui a été médaillé paralympique au Jeux de Sydney, est en train de décrocher et distancer, quoi. Et puis là, dans ma tête, je me dis ok, attends, Sébastien, Jeux de Sydney, tu as été capable d'aller chercher une médaille, tu as été capable de, comme on dit, de s'arracher, eh bien, tu en es toujours capable, il n'y a pas de raison. Donc ça fait écho et je manquerai là-dessus. Et là, le mental prend le dessus, je me fais mal, entre guillemets, hein, et j'avance et je rattrape le groupe de tête et je ne le lâcherai pas, je ferai avec lui, je terminerai jusqu'à la fin de la course avec le groupe de tête. Et au final, j'ai fait la course la plus rapide de toute ma carrière de sportif. Donc au final, le speaker, en disant le mot Sydney, a été le déclencheur. En l'entendant, tu as eu un lien avec cette émotion que tu viens de nous parler. Tout à fait. Et ça a généré une émotion qui t'est dit j'y vais. C'est ça, voilà, ça m'a donné une force supplémentaire. Donc en fait, si on te voit en course, on crie tous Sydney et au final, ça va vraiment. Et c'est chouette de pouvoir d'avoir ces perceptions-là et de générer un souvenir par rapport à une émotion, par rapport à un souvenir, et d'où l'estime aussi. Je fais un parallèle parce que effectivement, si tu as une estime de toi bonne, très bonne, le fait d'entendre un mot, tu vas t'orienter vers un mot positif qui va faire que ton estime, oui, je suis capable. Et c'est là l'importance d'avoir aussi un travail sur, voilà, qu'est-ce que je vaux. Oui, aussi, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce mot que tu as entendu, c'est aussi parce qu'il y a une croyance en toi qui fait que, si, en fait, j'y vais. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux et du coup, je l'ai vécu en plus. Et là, je vais le faire. C'est pas Sydney, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, ce mot-là me conditionne là-dedans. Tout à fait. Là-dedans. Et j'ai utilisé les 24 heures du Mans en vélo qu'on a fait fin août, là. Eh bien, je l'ai utilisé. Des passages où j'étais plus dur, je l'ai 2 ou 3 fois. Je me suis dit, allez, Sydney, je remets le mot dans la tête et pouf. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment important. Et en fait, et on en vient voilà, dans les accompagnements, c'est que notamment le mot Sydney, tu l'as vécu, et que tu l'enrichisses à chaque expérience que tu fais, c'est que ça amplifie cette émotion de base. Et c'est ça qui est cette émotion qui est collée à ce comportement et cette pensée qui fait que du coup, positif, plus du positif, en fait, ça s'accroît. Tout à fait, ouais, exactement. Et ça, comme tu dis, ça l'amplifie et puis ça facilite la connexion. Donc dès que j'y repense, pouf, le déclencheur est encore plus rapide. Et encore plus rapide parce que du coup, tu le fais fonctionner à chaque fois et dans ce domaine-là. Voilà, donc en fait, c'est un cercle vertueux au final et c'est important. Tout à fait. Tu fais pas mal de conférences et aussi avec les enfants. Voilà. Parce que alors eux, c'est vraiment une effervescence d'émotions. C'est pour ça que comment ton discours, comment tu perçois ce que tu leur amènes en fait Ouais, c'est vrai qu'en milieu scolaire, j'ai pas le même discours, même si je m'appuie sur les mêmes éléments de base de mon vécu qu'en entreprise. Donc en milieu scolaire, je vais être beaucoup plus à l'écoute de ce que eux sont en train de vivre dans ce que je transmets, et parce que du coup les questions vont fuser. Et là
ils ont l'autorisation de poser des questions à tout moment, toutes les questions. Ouais, Donc, c'est zéro limite. zéro limite, Ouais, ouais, ce serait tellement dommage de les c'est ça. limiter. Ouais, donc Ouais, là, là-dessus, d'entrée, je leur dis toutes les questions sont bonnes. Et puis après, le naturel reprend très vite le dessus avec eux. Et donc, oui, je peux avoir enfin, toutes les questions peuvent sortir, hein, que ce soit de la vie privée, la vie domestique, la vie sportive, la vie professionnelle, tout peut sortir. Et donc, voilà, eux, ils sont dans la spontanéité. Et j'y réponds avec plaisir. Et puis, c'est des moments joyeux. Enfin, pour moi, à chaque fois, c'est joyeux. On rigole, même, alors que, voilà, que tu viens parler de handicap, qu'on pourrait penser que c'est quelque chose d'un peu lourd. Ben non, ça reste quelque chose de léger, de joyeux, qu'on peut partager, on rigole sur certaines situations. Et du coup, pour les enfants, c'est top parce que c'est complètement dédramatisé, fait de manière naturelle. Alors, des enfants vont vivre des émotions fortes pendant ce moment-là. Certains vont pleurer parce que ça va faire écho à certaines choses qu'ils ont vécues. Et cette douleur ressort. Et du coup, ils osent l'exprimer par ton intervention. En fait. Ça la fait sortir. Ouais. Ils peuvent pleurer au début de l'heure, mais à la fin de l'heure, ces enfants qui pleuraient, ils peuvent avoir ma prothèse dans les mains, ce qu'ils n'auraient jamais accepté quelques dizaines de minutes plus tôt. Donc ça, c'est génial. Le chemin se fait. En fait, c'est les étapes de deuil de quelque chose et de compréhension. C'est la tristesse, la colère, toutes ces choses qu'on puisse... Et en fait, d'accepter. Et pour un enfant, ça va très, très vite. Beaucoup plus vite que nous, enfin adultes, quand il nous arrive quelque chose de traumatique. Eux, en fait, ils ont cette évolution où c'est normal d'avoir des émotions. Je suis pas de la tristesse, de la colère, j'accepte. Et du coup, ok. Et je pense qu'ils l'acceptent d'autant plus rapidement que voilà, je suis toujours souriant et joyeux quand je le fais. Donc pour eux, ah oui, donc finalement c'est pas dramatique. C'est pas dramatique et c'est vraiment la notion dont on voit les choses et qu'on les perçoit. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, du coup, parce qu'on parle que toi, tu transmets. On sait que dans les transmissions, il y a aussi un effet miroir. miroir. Tout à fait. Depuis que tu transmets ton histoire, que ce soit donc par le film, voilà, il y a le film, il y a le livre, et puis il y a tout ce que tu mets en place aussi dans plein de domaines. Qu'est-ce que ça t'apporte en termes, toi, d'évolution Je dirais que j'ai grandi, j'apprends à mieux me connaître. Et j'ai écrit un livre, il était sorti en 2022. Et ce livre raconte une aventure à la Born to Ride, 1200 km à vélo à faire moins de 5 jours. C'est la deuxième grande partie du livre, mais la première partie, je raconte tout mon parcours de vie. Et donc, dans tous ces éléments-là, dans tout ce livre-là, il y a des éléments qui, du fait d'avoir fait des transmissions, de transmettre, m'apportent des connaissances de moi-même et j'ai pu enrichir le livre. Alors, il y a un souvenir qui me revient, alors je ne suis pas sûr d'avoir mis dans le livre, mais je ne crois pas d'ailleurs, mais voilà. Et, une fois dans une école primaire, je fais une intervention, 1 heure, donc c'est des enfants qui ne m'ont jamais vu. Hein. Et voilà, au fil de l'eau, les questions-réponses, donc c'est des moments toujours très, très sympas. Et mais à la fin de l'heure, il y a une fille, je crois qu'elle a 8 ans, elle vient spontanément me prendre dans ses bras. Et voilà, elle ne me connaissait pas, j'étais tout surpris, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'accueille, je prends, et puis avec du recul, je me dis, il n'y a pas de hasard, pourquoi elle est venue me prendre dans ses bras? Et j'en ai parlé avec certaines personnes. Je pense que ce qu'elle est venue faire, c'est peut-être pas un câlin à Sébastien qu'elle est venue faire, en tout cas pas Sébastien adulte, mais je pense que elle venait soigner le Sébastien enfant blessé, le petit, qui est aussi mon enfant intérieur. Donc j'ai trouvé ça très très chouette. Ouais. Et donc ça t'aide à grandir. Ça aide à grandir, oui, parce qu'en fait avec nos questions, pourquoi tout de suite on vient nous faire un câlin et en fait c'est pas conscient ce qui se passe dans sa tête. Et puis moi du coup je prends ça, j'accueille, mais j'étais surpris. Et puis après je dis qu'est-ce que ça me porte ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est l'interprétation que j'en ai. Puis elle s'est pas posé de questions. Elle avait envie parce qu'elle était portée par ses sens et c'est vraiment ça. Il y a eu une réaction émotionnelle à l'intérieur d'elle et qui s'est dit, comme c'est humain en fait, il y a une émotion, on vient calmer, en tout cas on vient accueillir l'émotion dans les deux sens. Donc, comme les enfants savent si bien faire. C'est ça. Quel conseil tu peux nous donner au niveau par rapport à la persévérance, parce que c'est quand même ce qui est vraiment acteur, en tout cas en toi, c'est cette persévérance et ces émotions et qui tu es qui fait ça. Et comment atteindre et comment garder l'habitude de ça en fait. L'habitude, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, en tout cas je transmets ce que j'ai pu vivre, mais oui, j'invite souvent des personnes comment faire pour être persévérant.
J'ai pas cherché à être persévérant, c'est venu assez naturellement, mais ce qui pour moi est important et ce qui rend la chose plus facile, plus possible, je dirais, c'est le fait de faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que voilà, que je disais tout à l'heure, je ne me suis pas vu comme quelqu'un en situation de handicap, je me suis pensé valide. Et donc, quand je voulais faire les choses, c'est parce que j'aimais les faire et donc je le fais. Et donc, le fait de faire ce qu'on aime, du coup, ça nous rend beaucoup plus fort parce que on a tellement envie qu'on cherche des solutions et qu'on en trouve généralement. Alors que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas trop, tu vas dire oh non, ça c'est trop dur, non, ça j'y arriverai pas parce que il te manque ta motivation. Et moi, mon moteur, c'est le sport, plaisir, la découverte, la nature. Tout ça, c'est ce qui va faire que ça va me générer du plaisir et que j'ai envie de le faire. Et donc, j'en ai tellement envie que j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Et donc là, je vais persévérer. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça. Quand j'ai traversé la France la première fois, alors peut-être qu'il y a une partie inconsciente de moi qui disait, qui voulait me prouver à moi-même que j'en étais capable, ça c'est possible, mais c'est pas comme ça que consciemment je l'ai pensé. Qu'est-ce qui m'a donné envie de à cette époque-là, j'étais étudiant en géographie, et moi la géographie, si j'ai aimé ça, c'est parce que j'aime les paysages, j'aime la nature, j'aime l'extérieur. Et voilà, j'ai dit tiens, mais quelle est une des très bonnes façons de découvrir aussi les différents paysages qu'il y a en France. C'est les Alpes, la vallée du Rhône, le Massif central, descendre tout doucement dans la plaine pour arriver dans le Marais Poitevin. Ah, c'est génial, il manque juste la mer. Il fallait que je fasse encore quelques kilomètres de plus pour aller voir la mer. Donc voilà, c'est ça cette motivation d'être dans la nature et de découvrir des paysages que je connais pas et voilà, découvrir la beauté de la France ou du monde. Quoi. C'est ça, ouais. Et qui t'a permis aussi de te découvrir toi. Tout à fait, exactement. Ouais. Et du coup, cette persévérance est devenue naturelle parce que j'étais en train de faire ce que j'aime. Et on voit bien dans quels que soient les métiers, ceux qui sont passionnés, ils font des choses, puis on se dit, voilà, mais combien de temps il a passé à faire ça, comment il a pu réussir. Enfin, c'est devait être dur, il n'a pas lâché, enfin voilà, mais il l'a fait parce qu'il est passionné, il aime ça. Il y croyait. Il y croit, c'est ça. Il y croyait, il y croit, et quand on parle de croyance, c'est ça, c'est-à-dire en quoi je crois, et si, parce que voilà, je suis consciente du bien que ça m'apporte, et que par écho, ça peut aussi apporter à d'autres. Tout à fait. Et si je persévère, c'est parce que je crois en moi. Ce fameux croire en soi, j'en parle souvent, et ce croire en soi, ça revient à faire ce qu'on aime. Mais aussi, c'est aussi ne pas se mettre de limites. C'est-à-dire que si, à un moment donné, je ne crois pas en moi, ça veut dire que dans ma tête, je me dis que je ne suis pas capable, alors que je n'ai même pas essayé. Et du coup, c'est un cercle, pour le coup, vicieux. Qui est vicieux. Et donc, moi, je l'ai mis, et j'ai la chance de pouvoir le mettre plutôt naturellement, en positif. Ok, j'y crois, j'y vais. Eh bien, j'y vais, j'essaie. Peut-être que ça marchera pas, mais au moins, dans ma tête, je me dis, il n'y a pas de raison que ce soit possible, donc je le fais. Et puis, si l'exemple de l'échec, entre guillemets, de 91, où je ne vais pas où, et du coup, voilà, je m'en suis servi. Et la fois suivante, ça match. Donc, voilà, j'ai toujours cru. C'est pas parce que c'était un échec que j'ai pas cru en moi. J'ai analysé les erreurs que j'ai pu faire, et puis je m'en suis servi. C'est l'analyse de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est une différence. Ce qui m'a manqué à un moment donné, oui, on est d'accord. Voilà. Et c'est là toute la richesse du détachement d'un acte et de qui on est. Et c'est ce qui fait aussi l'estime. Oui, Kevin, c'est clair, tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comment on peut te suivre, sur quel réseau? Parce qu'on est beaucoup sur... Alors, sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Pour me trouver, c'est très simple. Vous mettez Sébastien Bichon et vous allez me trouver. Et tu as ton site internet aussi? Et mon site internet, oui, qui effectivement, on m'a dit plus d'une fois, voilà, c'est une belle vitrine, s'il n'est pas complètement à jour. Mais peu importe, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment l'essentiel de ce que je fais. Et il y a encore ce côté positif, plutôt joyeux qui ressort. Et donc, on peut me contacter facilement en allant sur le site qui s'appelle sébastienbichon.com. Donc, toujours facile à trouver. Toujours facile à trouver. Et il y a un lien pour envoyer un message et je réponds systématiquement. Merci beaucoup, Sébastien. C'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Du coup, voilà, je demande de choisir une chanson, voilà, qui pour toi est importante, ou en tout cas qui a une émotion derrière. Tu as choisi laquelle? Eh bien, c'est Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman. Je trouve cette chanson tellement belle que voilà, quand il m'a demandé de penser à une chanson qui me plaît beaucoup, c'est celle-là qui est venue spontanément. Super. Merci encore, Sébastien. Merci, Floriane.